d'un fait majeur. C'est que lundi, en fin de journée, à Varsovie, donc hier, ouais. Lundi, enfin, c'était hier soir, oui, vous avez raison, a volé au-dessus du palais présidentiel de la République de Pologne, a volé un drone, voilà, dont on ne connaît pas tout à fait exactement l'origine, même si on a des idées. Il a également survolé une résidence présidentielle, ce drone, et c'est tout à fait inquiétant parce que dans le contexte actuel, avec des Polonais qui ne cessent de dire et de répéter « notre sujet, ça n'est pas de savoir si on va être envahi par les Russes, notre sujet, c'est de savoir quand on va être envahi par les Russes. » Pays de l'OTAN, je le rappelle, la Pologne, et pays de l'Union européenne. Voilà pourquoi on a décidé, avec Magali Lunel, de vous parler de l'affaire de ce drone. Regardez ce que dit le Premier ministre polonais Donald Tusk. Le service de protection de l'État a neutralisé donc un drone survolant des bâtiments gouvernementaux. On reste extrêmement prudent. Vous l'avez remarqué, Donald Tusk ne dit pas s'il s'agit d'un drone russe ou pas. Sauf que ça s'enchaîne là. Il y a eu ces vingtaines de drones la semaine dernière sur le territoire polonais. Il y a eu un drone sur le territoire roumain samedi. Et donc cet épisode, cet incident, cette suspicion aujourd'hui, Magali, une question. Est-ce que c'est devenu une réalité? La Russie aujourd'hui nous attaque. La Russie nous provoque certainement, cherche à tester les limites. Alors après, il faut être prudent sur cette affaire de drone qui a été abattu au-dessus, oui, à côté du palais présidentiel. Une enquête a été ouverte. Vous verrez que Donald Tusk ne pointe pas directement la responsabilité de la Russie. Il y a eu 2 arrestations manifestement dans la foulée. Alors on a parlé de 2 Biélorusses. Maintenant, il semblerait que ce soit un Ukrainien, un Biélorusse, deux jeunes, 17 et 21 ans d'après les dernières informations. Alors, est-ce qu'ils ont cherché à tester eux-mêmes? Est-ce que tout ça a été orchestré et commandité par la Russie? Je rappelle quand même, Magali, que dans les opérations de déstabilisation menées par des Russes sur les territoires français, on n'a jamais arrêté des Russes. On a arrêté Moldaves, voilà. Absolument. Ça fait partie, en effet, de chercher des petites mains pour ces opérations de déstabilisation. Mais encore une fois, une enquête est ouverte. Mais là où vous avez raison, c'est le climat en fait actuel. C'est ces incursions qui sont quand même, dont on a parlé tout le week-end, depuis une semaine qui se multiplient, en Pologne, en Roumanie. On voit bien qu'il y a quand même une volonté, en effet, de tester notre détermination. J'ajouterai une chose, le président polonais, donc dont le palais, la résidence, semble avoir été survolé, a été survolé par ce drone. Il est à Paris cet après-midi, il était à Berlin ce matin et il va justement parler de cette protection de ce flanc oriental de l'OTAN. Vous savez, cette opération Sentinelle orientale. Qu'est-ce qu'est prêt à faire la France? Alors juste, on a envie de savoir peut-être du côté des Russes, parce qu'évidemment, il n'y aura aucune revendication, on l'a bien compris. Jérôme Garraud, vous êtes notre correspondant à Moscou. Jusqu'où sont capables d'aller les Russes? Jérôme, est-ce que vous nous entendez ou pas? Vous êtes un peu loin, il est vrai, à Moscou. Jérôme Garraud est avec nous. Parce qu'on se demande, donc pas de revendication effective. En matière de guerre conventionnelle, pas grand-chose. Là, on est vraiment dans le registre de la menace. Avec cette déclaration hier, Dmitri Peskov dit entre les lignes, attention, ne jouez pas avec nous. Là, il faut bien comprendre que l'objectif numéro 1 du Kremlin, l'objectif immédiat, c'est de dissuader les pays européens d'affermir leur aide à l'égard de l'Ukraine. Vladimir Poutine est convaincu qu'une victoire militaire est possible, est à portée de main sur le terrain. Donc il ne faut pas imaginer une guerre généralisée entre l'OTAN et la Russie. Personne n'en veut. En revanche, il peut y avoir une intensification d'une guerre larvée, ce qu'on appelle ordinairement la guerre hybride, qui mêle des techniques conventionnelles, de l'espionnage, des méthodes d'ingérence ou de déstabilisation. Ce n'est pas la guerre chaude, mais c'est une autre manière de mettre la pression sur des pays étrangers et sur leurs opinions publiques. Merci Jérôme Garraud depuis Moscou, colonel Père de Jonc. Je suis très amusé, même si je trouve que tout ça est absolument tragique et très dangereux. Je fais partie de ceux qui redoutent Vladimir Poutine. La ligne rouge, souvenez-vous au début de la guerre, qu'il puisse y avoir le début d'un débris de missiles sur le sol polonais, on répétait, attention, c'est l'Union européenne, la Pologne, c'est l'OTAN, c'est la guerre nucléaire. Bon, et puis là, on va sans doute découvrir, c'est pas encore officiel, mais que ce drone a été envoyé sur le
palais présidentiel, symboliquement. Vous imaginez un drone au-dessus de l'Élysée, russe, envoyé depuis la Russie ou la Biélorussie. Bon, on va sans doute découvrir que les Russes sont derrière, mais bon, ça va, les lignes rouges, quoi. On les franchit une à une. Peut-être qu'un jour, il y a déjà eu 2 morts en Pologne avec un missile russe qui aurait été intercepté. On ne sait pas si c'est... Bon, bref, il y a déjà eu... Et les lignes rouges sont allègrement franchies. On ne dit rien, on ne fait rien. Alors je vais casser votre enthousiasme, je suis désolé, je vais redevenir glacial quelque part. Moi je pense qu'on assiste à un peu au cirque Medrano russe, très concrètement, qui tourne autour de l'exercice Zapad. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est une espèce de, comment dire, c'est le Bourget ou l'Euro-Satori des Russes depuis. Oui, il faut dire à ceux qui nous regardent qu'en ce moment même, il y a de grandes manœuvres en Biélorussie. Oui, internationales, puisqu'il y a 2 pays qui sont concernés. Oui, j'ai lu qu'il y avait 23 pays qui participaient à... évidemment, il y a tout. Un observateur. Ils ont été d'ailleurs à certaines démonstrations, mais il y a 2 pays majeurs. La Biélorussie en numéro 1 d'ailleurs, c'est eux qui fournissent le maximum de troupes. Ça se passe en Biélorussie, compte tenu de la proximité avec Kaliningrad, parce que Zapad ça veut dire ouest, donc il y a toute cette opération, tout cet exercice est orienté vers, entre guillemets, la reconquête potentielle, comment dire, d'un axe possible en direction de Kaliningrad, qui est une enclave qui est totalement isolée au nord de la mer Baltique. Ça c'est le premier point. Donc en fait, depuis une semaine, qu'est-ce qui se passe? On assiste à une espèce de show. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. On verra dans les heures ou dans les jours qui viennent, parce que l'exercice Zapad s'arrête aujourd'hui, me semble-t-il, ou demain matin. Donc on verra si ça se calme. Et en fait, on a assisté depuis une semaine à une espèce de show généralisé sur toutes les possibilités potentielles des Russes. Concrètement, 3 attaques de drones potentielles, je suis d'accord avec vous. La semaine dernière, il y a eu 19 ou 20 drones qui ont été à 300 km en direction de la Pologne. Certains ont été détruits, sont tombés, etc. En fait, c'était littéralement des maquettes. Peut-être qu'il y avait des engins d'observation, mais on n'en est même pas sûr. Le deuxième point, on retrouve avec un drone qui longe la frontière roumaine pendant à peu près 50 minutes, donc en fait, il veut dire une centaine de kilomètres. Il longe la frontière. Et puis le troisième, c'est le drone qui vient de nulle part. Concrètement, il vient directement du sol polonais. Parce que c'est un drone FPV. Chaque fois, c'est des drones différents, des modèles de drones différents. Là, c'est un drone FPV, c'est des petits drones, c'est le drone que nos enfants ont pour faire des photos, etc. Donc avec quelques grammes d'explosifs, une grenade, etc. Et on le fait voler. Donc en fait, on assiste à 3 modèles d'action de drones différents, plus derrière la grosse artillerie russe, avec le déploiement des Iskander sur une autoroute à Kaliningrad, sur un tir de Zircon, qui est vraiment un missile de croisière qui va à Mach 9, c'est phénoménal, à 10 000 km/h, non arrêtable, bien évidemment, totalement furtif. Et la troisième séquence, c'est le Poséidon, c'est qu'ils démontrent qu'ils ont une torpille quasiment nucléaire. C'est un show, c'est ça que je veux dire. Non, mais le Zircon, ils l'ont tiré où? Ils l'ont tiré dans leur espace aérien. C'est un missile qui est anti-bateau, donc ils l'ont tiré à partir d'un bateau sur une maquette de bateau. Oui, c'est des exercices. Oui, tout ça, donc tout cet environnement fait qu'il y a une espèce de show russe qui vise, comme le disait Magali fort justement, à tester. C'est qu'en fait, tout leur système d'écoute, etc., est braqué sur l'OTAN. Et premier point, ils testent, ils nous inquiètent. Et puis, ils voient bien qu'aujourd'hui, c'est la panique générale. Enfin, c'est pas qu'un show, c'est un show qui fait peur aux populations. Ah, bien évidemment. Mais donc c'est pas Disneyland, quoi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, il n'y a pas eu un seul mort. Oui, bien sûr. Donc, c'est pas une attaque, c'est une spéculation. Oui. J'entends ce que vous dites et c'est très intéressant. Moi qui suis... Nous qui ne sommes pas des experts militaires comme vous et qui suivons par conséquent d'un peu plus loin l'évolution des choses depuis février 2022 et l'invasion de l'Ukraine par Poutine, on se rend compte quand même, quand on regarde les choses un peu de hauteur, que on franchit des steppes. On franchit des steppes. C'est que vous avez raison. C'est un petit drone de rien du tout. Le palais présidentiel est survolé. Il y a toujours des. Comme le Kremlin l'a été au passage début 2023. Oui. Exactement. Moi, je refuse de croire à la normalisation. Tout ça est normal, etc. Le problème, c'est que. Est-ce qu'on observe. Pardon. Regardez ce que. Alors, c'est une invitée qu'on a régulièrement sur notre plateau. Violetta Moscalou. C'est une chercheuse. Elle signe une tribune dans Le Monde aujourd'hui. La guerre de Moscou ne s'arrêtera pas aux frontières de l'Ukraine, c'est l'Europe tout entière qui est menacée. Moi, je veux bien qu'on ait peur, je veux bien que ce soit la panique, comme vous le dites. On convoque les ambassadeurs les uns après les autres. Toutes les chancelleries européennes, c'est ce qu'ils font. Il y a des réunions de crise et c'est tout. Mais pourquoi c'est la panique? Pour une raison très simple. Jusqu'à présent, le mode de raisonnement, le niveau de raisonnement, c'est l'OTAN. D'ailleurs, on voit bien que Peskov hier a dit très concrètement, l'OTAN va... On va écouter justement Dmitri Peskov. Il est très intéressant sur ce sujet. Les responsables, c'est l'OTAN.
L'OTAN est en guerre contre la Russie. Cela est évident et ne nécessite aucune preuve supplémentaire. Elle est impliquée dans ce conflit et apporte son soutien direct et indirect au régime de Kiev. Ce que je veux dire, c'est que moi, je parlais du cadre militaire. Maintenant, Peskov, il amène ça sur le cadre politique. C'est autre chose. On est sur deux mondes totalement différents, deux niveaux différents. Et là, on voit bien que font les Russes. Ils se créent ce que j'appelle, moi, un ennemi miroir. C'est-à-dire que quand vous voulez expliquer que vous avez des problèmes en Ukraine, enfin, en tout cas, l'opinion publique russe le sait bien, qu'il y a des pertes, c'est compliqué. Ils avancent de 300 mètres par jour, donc c'est relativement compliqué. Donc il faut un ennemi qui soit de taille suffisante. Et ça, c'est une vieille logique stratégique de se créer un ennemi miroir pour dire à son opinion publique, vous voyez, face à nous, on a un ennemi qui est consistant, c'est l'OTAN. Et le deuxième point qui est fondamental, c'est que ce discours est adressé à qui ? À Trump. Parce que c'est quoi l'OTAN ? L'OTAN, ce sont les Américains. Et pour l'instant, les Américains, ils jouent au golf quelque part, je ne sais pas très bien où, mais on voit bien qu'il n'est pas là. Les Américains, regardez cette image, parce que ça se passe tout ça dans un contexte très particulier, où on est en droit de se demander si les alliances ne sont pas en train d'être bouleversées. Pourquoi on vous la montre ? Là, ce sont qui, là, qui sont salués par le ministre de la Défense biélorusse ? L'attaché de défense en Biélorussie. Ce sont des officiers américains qui sont actuellement en Biélorussie pour assister à ces exercices ZAPAD. Et ça, évidemment, tous les Européens le regardent en se disant, il se passe quoi, là ? Serait-il possible que dans ce conflit généralisé, entre le pôle, entre Moscou, on va dire, et l'OTAN siège aux États-Unis, il y ait une relation très particulière qui se soit nouée entre les Américains et les Biélorusses. On dit que les Américains ont un couloir de discussion avec Minsk qu'ils n'ont pas avec Moscou. C'est vrai, ça ? Absolument. Et c'est parfaitement vérifié, au-delà du fait qu'il y a une espèce de baisse des sanctions américaines sur la Biélorussie. Donc il y a une espèce d'arrangement aujourd'hui entre la Biélorussie et les États-Unis. Et là, les États-Unis jouent vraiment très très bien. Encore une fois, le problème, c'est la planification. On est sur un modèle qui est en train de bouillonner. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, je pense, c'est garder la tête froide par rapport aux événements. Et planifier. Le problème, c'est que jusqu'à présent, on planifiait avec les Américains. C'était le logiciel, c'est la matrice européenne. Mais attendez, les amis, écoutez, juste après, je vous passe le micro. Isabelle Saporta, Renaud Pila, vous aurez le micro. Arrêtez de râler tout le temps, s'il vous plaît. Écoutez ce général biélorusse. Ce général biélorusse qui s'occupe, en gros, qui supervise ZAPAD, ces immenses manœuvres entre la Russie et la Biélorussie qui se déroulent. Et il frime. Il est très heureux d'avoir des observateurs américains dans ces grandes manœuvres qui se déroulent en Biélorussie. Des représentants d'environ 23 États sont présents à cet exercice aujourd'hui, dont 3 représentants d'États membres de l'OTAN. Ces exercices sont donc, à notre avis, d'une ouverture sans précédent. Nous ne représentons une menace pour personne. Nous sommes favorables à un dialogue constructif et pragmatique. Intéressant. Isabelle Saporta. Oui, j'ai une question en fait pour vous, colonel. Comment est-ce qu'on peut croire que cette guerre qu'on n'a pas réussi à gagner avec les États-Unis, maintenant que les États-Unis ostensiblement font un pas de deux ailleurs, comme l'a souligné Magali, est-ce qu'on a une chance ? Et est-ce que si on n'en a aucune, on est encore crédible en faisant, pardon d'être un tout petit peu rudasse, en faisant des moulinets, en montrant, en envoyant 3 rafales par-ci, par-là, et au fond en se décrédibilisant parce qu'on n'a aucune chance, ni de la gagner, ni même d'aider véritablement l'Ukraine. Aujourd'hui, à l'état-major, il considère qu'une guerre n'est pas gagnable. C'est ça la logique. Le problème, encore une fois, on a changé de modèle en quelques mois. Puisque les Américains ne sont pas présents, il faut faire autrement. Le problème, c'est que ça fait quand même, on va dire, 30 ans qu'on est sur un modèle de budget des armées extrêmement bas. Et l'exception de l'armée française, qui est en gros 2% du PIB. Mais je veux dire que pour recréer des armées, les Allemands, les Polonais, etc., il faut quelques années. Donc on voit bien qu'on est dans un problème de timing, puisque très concrètement, on voit bien la menace arriver. Les Russes sont extrêmement directs avec nous. On voit qu'ils sont aujourd'hui en train de menacer directement l'Europe d'une façon ou d'une autre. Sur la Pologne, etc. Le problème, on n'a pas les moyens. Alors les 3 rafales, c'est mieux que rien.
On est sur, mais même les 3 Rafales, ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Parce qu'on va avoir 3 Rafales parce qu'il y a une attaque de drone. Mais on va pas, on va arrêter. On n'a pas de drone. Mais parce pourquoi on envoie des Rafales, nous? Pourquoi on n'est pas prêt en fait? Ça paraît tellement fou. Mais parce qu'on n'a pas de drone, parce qu'à l'époque de l'armée, ça c'est le problème de l'armée de l'air française, c'est que le fait d'avoir des drones, et un drone n'a pas de pilote. Et donc le système de l'armée de l'air française a considéré qu'il fallait des pilotes. Donc là, il recrée, je vois Dassault par exemple, il recrée actuellement un modèle dans lequel vous avez un Rafale qui est accompagné par 2 drones. Mais c'était des lobbies. C'était des lobbies qui ne voulaient pas de drones, qui voulaient conserver les chasseurs. L'armée de l'air française qui n'a jamais cru aux drones, ça c'est magnifique, ça. C'est magnifique. Mais un retard considérable. Renaud. Un mot sur la situation en Pologne. Effectivement, il faudrait des aides pour lutter contre les drones. Mais plus grave, on a à la fois un Poutine qui regarde les déclarations de Trump avec délectation. Il peut ouvrir le champagne tous les jours. La vodka tous les soirs. Qu'est-ce qu'a dit Poutine il y a 2 jours? Mais je suis tombé de ma chaise, quoique pas surpris. Un journaliste américain lui dit: quand est-ce que vous allez accepter de vendre à l'Ukraine des missiles moyenne portée? Là, il hésite et il dit: vous savez, franchement, quand vous déclenchez une guerre, en parlant de Zelensky, oui, absolument. Quand vous déclenchez une guerre, il faut quand même regarder la taille du pays, parce que si vous avez un pays qui est 10 fois grand comme le vôtre, c'est pas la première fois. Franchement, mais évidemment, franchement, vous attaquez pas un pays en parlant de l'Ukraine. Et puis il a fermé le banc. Donc faut plus compter sur les Américains. Exactement. C'est pour ça que je parlais de changement d'alliance. Quand on les voit, les Américains en Biélorussie, quand on voit les dernières déclarations de Donald Trump, est-ce qu'on a le droit de se poser la question? Ils attendent que ça se termine. Il est certain que les Polonais ont été extrêmement inquiets des déclarations de Donald Trump parce que ça semblait préfigurer un lâchage en race campagne. Après, les déclarations de son ministre des Affaires étrangères sont nettement plus fermes quand même. Après, il est certain que les choses bougent. Aujourd'hui, finalement, c'est l'Ukraine qui a vraiment les moyens de cette guerre des drones, puisque ça fait 3 ans qu'ils sont en train de se battre face à la Russie et à cette problématique des drones. À tel point que les Polonais, en ce moment, cette semaine, ils vont à Kiev pour essayer de justement coopérer avec les Ukrainiens pour trouver une solution, justement parce que certainement on n'a pas pris la mesure de la menace et qu'aujourd'hui il faut travailler absolument sur les drones. Après, les Russes, ils veulent pas la guerre contre l'OTAN non plus.